Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle aventure au pays des écrits pros sur le thème du livre d'experts avec moi, Caroline de TechTales, en mode petite souris. Avec le casque aujourd'hui, parce qu'on m'a dit que des fois il y avait de l'écho, donc j'espère que ça ira mieux pour vous au niveau du son. Aujourd'hui donc, on attaque ce jour numéro 8 et je vais, comme d'habitude, partager avec vous mon écran pour que vous ayez non seulement ma voix, mais aussi les messages clés à retenir par rapport à vos avancées. Le but de ce thème de jour numéro 8, c'est de travailler le ton. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'en sortant du jour numéro 7, vous étiez prêt à écrire. Vous aviez un plan, vous étiez organisé, vous étiez à fond. Sauf que dès qu'on commence à écrire, on s'aperçoit très vite qu'il est indispensable de choisir comment on va discuter avec nos lecteurs. Et c'est exactement l'objectif de notre jour numéro 8. C'est ce que j'appelle le ton. Alors en fait, pour choisir le bon ton, on va avoir 4 éléments sur lesquels on va réfléchir. Le premier élément, c'est le registre. Le deuxième, la posture. Le troisième, le niveau de proximité. Le quatrième, le niveau technique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quand on parle du registre, en fait, eh bien, on répond à la question suivante qui est: à quel niveau de langage allez-vous vous adresser à vos lecteurs? Donc, en français, on a 3 registres, pour mémoire. On a le registre familier, celui où on se permet des petits sobriquets, celui où on a des tournures parfois un peu acrobatiques et quelques digressions avec les règles grammaticales de la langue française. On va avoir aussi le registre courant, qui est celui qui nous est enseigné et qui est le plus utilisé dans la vie de tous les jours, au niveau professionnel, bien sûr, comme au niveau personnel. Et puis, on va avoir le niveau soutenu, le niveau où on va prendre soin encore plus de notre linguistique et utiliser des tournures un petit peu plus ampoulées, un petit peu plus polies, un petit peu plus pointues aussi. Et donc, vous voyez tout de suite qu'à chaque registre, eh bien, il va y avoir des conséquences sur votre écriture. Selon le registre choisi, vous allez jouer sur des tournures différentes, des vocabulaires différents, et voire vous allez jouer aussi sur les longueurs de vos phrases. Ensuite, on va avoir la notion de posture. La notion de posture, elle, répond à la question, eh bien, quel est le rôle que vous voulez occuper dans ce livre? Alors vous me direz, bah, je suis l'auteur de ce livre, donc je n'ai pas vraiment de rôle dans le livre. En fait, si. Vous avez un rôle dans le sens où vous voulez transmettre des informations qui sont les plus utiles possibles et les plus accessibles possibles. Et en tant que transmetteur d'informations, vous avez une posture choisie qui est vraiment là pour bien répondre à la question comment vous voulez faire passer vos messages. Donc, pour être sûr que vos messages passent vers l'autre, vous allez prendre des rôles. Il y a 5 rôles régulièrement rencontrés dans nos livres d'experts et donc on va en discuter un tout petit peu. Pardon, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Hop, on va revenir ici. Voilà. Mais je vais y arriver. Il y a mode petite souris. Parmi les 5 rôles, on a le premier rôle qui est le rôle de l'écrivain fantôme. L'écrivain fantôme, en fait, vous allez le découvrir simplement au niveau de la biographie ou de l'introduction, où en gros l'auteur passe le relais au lecteur et il va ainsi lui permettre de découvrir seul des généralités et des éléments qu'il va s'approprier. On va avoir en deuxième la posture du mentor. Le mentor, lui, il a vocation bien plutôt à être un conteur qui va révéler des éléments et qui va proposer des aventures au lecteur, aventures dont le lecteur dispose, c'est lui qui décide de ce qu'il fait, il reste le capitaine de sa barque et il fait comme il veut.
Ensuite, on va avoir la posture du professeur. Le professeur, lui, va régulièrement affirmer son autorité, utiliser plein de belles références pour dire, vous voyez, j'ai raison. Et ensuite, il va aussi proposer des méthodes d'évaluation ou d'auto-évaluation de chacun des passages à l'action pour être sûr que le lecteur soit dans une posture d'élève et que l'auteur reste bien le professeur. Enfin, en quatrième, on a la posture du coach et celle du leader. La différence, c'est quoi? Le coach, lui, il va proposer principalement beaucoup de cas pratiques et surtout, il va motiver le passage à l'action. Donc, il va être très pointu là-dessus, cette motivation au passage à l'action. Tandis que le leader, lui aussi, va s'appuyer sur de nombreux cas pratiques, mais en fait, il va faire partie lui-même de ces cas pratiques. C'est-à-dire qu'il va bien mettre en avant que lui aussi, il sait appliquer ses propres pratiques, ses propres méthodes, et il a obtenu des résultats satisfaisants et c'est pour ça qu'il les transmet. Donc c'est ça, la posture du leader. Vous voyez qu'en fonction des différents choix de posture que vous allez faire, eh bien, vous allez à nouveau avoir des conséquences sur votre écriture, dans votre approche pédagogique, dans l'utilisation de généralités, de nombreuses généralités ou pas, dans l'utilisation de références culturelles, intellectuelles et personnelles, dans le nombre de cas pratiques sur lesquels vous allez vous appuyer et ou sur les notions d'auto-évaluation ou d'évaluation que vous allez joindre à votre texte. En troisième, on va vraiment s'intéresser à ce que j'ai appelé le niveau de proximité au lecteur. Là, le but, c'est de répondre à la question comment on va s'adresser à lui quand on veut lui transmettre quelque chose de clé, quelque chose qu'il va mémoriser ou quelque chose qui va lui insuffler un passage à l'action. Parce que ce qui est important, c'est de retenir qu'entre le moment où vous écrivez et le moment où on vous lit, il peut se passer de nombreux jours, mois, peut-être même années. Entre le moment où vous proposez un élément et le moment où le lecteur l'utilise, c'est la même chose. Et vous écrivez à votre bureau, tandis que votre lecteur vous lit on ne sait où. Peut-être qu'il est aussi dans son bureau, peut-être qu'il est dans son canapé, peut-être qu'il est au lit, peut-être qu'il est même aux toilettes, dans le métro. En fait, on ne sait pas. Donc, vous avez vraiment besoin de vous rapprocher de votre lecteur à certains moments clés. Comment vous allez faire? Vous allez utiliser des phrases directes, où vous vous adressez directement à lui. Et ces phrases-là dépendent et sont formulées en fonction du niveau de proximité au lecteur que vous aurez choisi. Donc, comment vous allez faire au moment de ces phrases directes? Il y a deux moments particuliers, où vous allez vous poser cette question. Le premier, c'est quand vous allez l'inviter à agir. Et le deuxième, c'est quand vous allez partager un élément clé de connaissance ou de méthode. Quand vous l'inviterez à agir, vous pourrez dire tu, vous, je, vous pourrez mettre des injonctions et des injonctions à l'infinitif si vous voulez. Quand vous partagerez des méthodes, des éléments clés, des connaissances que vous voulez absolument qu'il incorpore et s'approprie, vous pourrez dire nous, vous, tu, vous pourrez aussi passer par les rôles et métiers génériques. En tout cas, vous devez réfléchir et il va être important de réfléchir si vous parlez à une personne ou une assemblée, quand vous dites vous, donc c'est singulier ou c'est pluriel, et vous devez aussi vous poser la question, est-ce que mon lecteur cible est un homme, une femme? Donc j'utilise systématiquement le masculin, systématiquement le féminin, ou est-ce que vous utilisez un masculin générique, ou est-ce que vous utilisez les deux? Alors, l'écriture inclusive, c'est un peu le truc du moment. Pour un livre, je ne vous conseille pas d'utiliser l'écriture inclusive, ça devient très lourd au fil des pages. Par contre, vous pouvez ne pas avoir envie d'un masculin générique, et donc dans ces cas-là, sachez qu'il est possible de faire un travail pour avoir eh bien, des tournures asexuées, et donc des tournures, je ne sais pas pourquoi il souligne encore, des tournures non genrées. C'est un travail subtil, tout en finesse, et qui est un petit peu gourmand en temps, mais par contre qui a un rendu super intéressant pour vos lecteurs. Par rapport aux conséquences sur votre écriture, eh bien, selon ce choix de proximité que vous allez faire, là encore, vous voyez bien que vous n'allez pas utiliser du tout les mêmes pronoms personnels.
Et donc, dans les règles d'accord de la grammaire, vous allez devoir jouer avec des accords de singulier, du pluriel, du féminin, du masculin, et ou de l'écriture inclusive, que je ne vous conseille pas, mais bon. En tout cas, du coup, allez vers les accords que vous maîtrisez le mieux. La relecture n'en sera que plus facile. Enfin, le 4e critère, c'est celui du niveau technique. Le niveau technique, il vient répondre à la question, comment vous allez introduire vos jargons. Parce que on ne se leurre pas, on est en train d'écrire un livre d'experts. Donc un livre d'experts, ça veut dire qu'il y a des jargons techniques. Et le risque, bien sûr, c'est que vous glissiez vers vos vocabulaires habituels que vous maîtrisez à 100%. Donc ce vocabulaire-là, comment est-ce que vous allez l'introduire? Retenez que, bien sûr, vos éléments de jargon ne sont pas à supprimer complètement. Ça n'aurait pas de sens. Et donc, vous avez plusieurs façons de les introduire. Vous pouvez utiliser votre jargon spontanément et le définir dans un lexique. Vous pouvez utiliser votre jargon et le définir aussi sec dans la suite du texte. Vous pouvez l'utiliser et l'illustrer aussitôt pour que la personne se mette bien dans le contexte avec l'utilisation du mot. Et vous pouvez aussi décider de simplifier tout votre vocabulaire pour supprimer les jargons et ou pour les vulgariser à outrance. Donc vous avez vraiment le choix de tout faire. Retenez que si vous vous posez la question, vous êtes en train d'écrire et vous vous dites « mais est-ce qu'il ne faudrait pas que je mette un lexique ?» Si vous vous posez la question, c'est que vous avez tout intérêt à en mettre un. C'est aussi simple que ça. En tout cas, la conséquence pour votre écriture, c'est que, vous l'avez compris, en fonction du niveau technique que vous allez mettre, vous allez avoir un vocabulaire utilisé complètement différent. Vous allez devoir utiliser, ou vous allez choisir d'utiliser des analogies à l'appel, des tournures métaphoriques si nécessaire, et bien sûr décider de la présence ou non d'un lexique dans votre livre. Maintenant que vous avez posé cette réflexion et que vous avez balayé les 4 éléments importants pour choisir le ton avec lequel vous voulez discuter, donc je vous le rappelle, le registre, la posture, le niveau de proximité et le niveau technique, je vous propose tout simplement de faire un exercice d'écriture. Vous allez poser environ 1000 mots, l'introduction de votre livre par exemple, avec le respect de ces 4 choix-là. Une fois ces 1000 mots écrits, déjà vous saurez si c'était facile à écrire, si c'est venu de façon fluide pour vous. Ensuite, vous allez vous enregistrer sur un dictaphone en lisant les 1000 mots en question. Puis vous allez tout poser et vous allez aller vous chercher le mug de votre boisson préférée. En revenant, vous vous installez et vous lancez l'enregistrement et vous écoutez. Les questions sont du style: est-ce que vous reconnaissez votre voix? Est-ce que vous avez facilement mis le ton dans votre lecture? Est-ce que vous vous reconnaissez dans la façon de parler, dans les tournures que vous utilisez, etc. Si à chaque fois vous avez dit oui, alors vous avez choisi le bon ton. Vous êtes sur le ton qui vous correspond, celui qui est authentique, celui qui vous ressemble. Et c'est super important. Donc, n'hésitez pas à tester avec ce filtre de la voix haute, un petit enregistrement et on check et vous saurez si vous êtes sur le bon chemin. Si je vous donne un petit cas pratique pour vous montrer les exemples. Donc, j'ai fait mon pastiche en partant de livres que j'avais présélectionnés. Donc, je suis allée analyser les différents ouvrages que j'avais mis de côté pour vous faire cette approche par rapport aux 4 éléments et ceux qui ont été choisis par les auteurs. Si on prend le cas du livre que j'ai choisi pour mon pastiche, c'était le livre de Damien Cosette. Damien Cosette, il a choisi quoi? Il a choisi un registre courant, donc il parle comme tous les jours, j'allais dire. Il a pris une posture de coach parce qu'il privilégie le passage à l'action avant tout et la motivation au passage à l'action. Ensuite, quand il s'agit de faire passer les gens à l'action, il utilise le « vous » dans le livre et le « je » dans le journal. Donc, les gens s'approprient pleinement le journal. Ensuite, pour transmettre les connaissances, il est entre le générique et le « vous ». Il utilise un masculin générique pour la totalité des accords et de la grammaire. Et enfin,
il utilise des jargons qui sont systématiquement référencés, quand il y en a. Si on prend maintenant le livre qui a été fait par Antoine Calmel et Vendez votre histoire. Là, en fait, on est sur du vocabulaire courant à nouveau. Par contre, on est dans une posture de leader. Donc là, on a vraiment une appropriation, j'allais dire, des problématiques de marketing qui sont présentées, qui sont aussi résolues par les mêmes méthodologies pour vendre votre histoire. Donc, c'est une posture de leader. Quand ils veulent nous faire passer à l'action, ils utilisent le « vous ». Du coup, quand ils présentent les connaissances, ils utilisent le « nous ». Globalement, ils ont choisi d'utiliser le masculin générique pour tout, et chacun des jargons est systématiquement contextualisé pour permettre une appropriation rapide des terminologies du marketing. Pour les autres livres, il y avait le livre de Stéphane Covey. Là, on est sur du vocabulaire plutôt soutenu. On a un ton qui est professoral, une posture professorale. Ils utilisent le « vous » pour le passage à l'action, le « nous » pour transmettre les connaissances. Et là, il y a un gros effort qui a été fait, qui est lié à ce choix d'être dans le langage soutenu aussi, d'avoir des tournures asexuées, non genrées, partout, enfin quasiment partout. Donc là, c'est un gros travail d'écriture qui a été soigné là-dessus et qui est compatible et cohérent avec le côté soutenu. Et là, on a aussi fait le choix de simplifier tous les jargons. Donc, il y a vraiment cette logique-là de simplification qui a été faite. Il reste le livre de Jérôme Maes et François Debois. Alors, eux, c'était le recueil des 74 outils pour les chefs de projet. Donc là, ils s'adressent à des chefs. Donc, comme ils s'adressent à des chefs, le langage est soutenu. Eux, ils ont clairement choisi d'être des écrivains fantômes, donc des ghostwriters. On ne les voit qu'un tout petit peu sur la première page d'intro et après, ils disparaissent complètement de la boîte à outils qu'ils transmettent. Ils sont sur une notion d'objectiver, donc vraiment de rendre les éléments les moins personnalisés possibles. Et donc, ils utilisent beaucoup les infinitifs, par exemple, sur tous les plans d'action. Ils vont aussi utiliser la troisième personne du singulier et du pluriel et les métiers génériques et les rôles génériques pour parler de l'ensemble des connaissances qu'ils transmettent. Et ils utilisent le masculin générique aussi, partout. Et pour ce qui est des jargons, ils explicitent les jargons, puisque c'est une boîte à outils, donc chaque outil est clairement explicité. Par contre, le niveau de vocabulaire utilisé est clairement pour des initiés en gestion de projet. Donc, ils n'expliquent non plus pas tout. Enfin, le dernier livre qui reste, 1, 2, 3, 4, que j'ai aussi analysé, c'est celui de Mark Manson. Donc, Mark Manson, lui, c'était l'art subtil de s'en foutre. Et donc, comme le nom du livre déjà l'indique, le titre du livre l'indique, le registre est familier. Alors lui, il s'est mis dans une posture de leader, donc il est clairement inclus aussi dans son texte et dans ce qu'il propose. Il utilise le « tu » à fond, donc tu agis et tu peux retenir ça. Il utilise le masculin générique dans la totalité de son livre. Et là aussi, il a une approche où il va utiliser des jargons, mais prendre vraiment soin de les expliciter tout de suite après les avoir utilisés. Donc vous voyez qu'en fait, ce n'est pas déjà parce que j'ai fait un pastiche du livre de Damien Cosette que je vais forcément me mettre dans son moule en utilisant aussi ses choix de registre, de posture, de proximité et de niveau technique. En fait, si je vous montre l'exercice pour moi, puisque bien sûr je l'ai fait aussi, j'ai un élément très important, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est de transmettre sans barber. Ça, c'est vraiment un élément clé. Et j'ai besoin et j'ai envie d'être prise au sérieux, mais en même temps, je veux apparaître ni coincée, ni froide, ni distante. Donc, déjà, par rapport à mon registre, la chose qui va être la plus simple pour moi, c'est de rester sur mon style habituel. Et comme vous le voyez là au cours de ces vidéos, mon style, il est entre soutenu et courant. Donc, je vais rester là-dedans.
Après, en termes de posture, là, j'avoue que j'ai hésité pas mal parce qu'en fait, j'ai dans mes accompagnements une posture de mentor, c'est clair. Et si vous vous promenez sur mon site, vous verrez que je m'identifie comme un mentor d'ailleurs. Donc, j'ai une posture de mentor habituelle dans ma méthodologie d'accompagnement. Sauf qu'ici, dans le livre, en fait, je vois aussi que toutes les pratiques, toutes les méthodologies que je pousse dans le livre, ce sont des méthodologies et des pratiques que j'essaye de m'appliquer tous les jours et que je m'applique tous les jours pour progresser moi aussi dans ma propre activité et pour pas être le cordonnier le plus mal chaussé. Donc, en fait, je pense que ma posture, elle tient plus du leader. Et donc, même s'il y aura des récits pour les cas pratiques, je vais quand même être beaucoup dans la posture de leader, un petit peu dans la posture de mentor. Par rapport à la notion de proximité, alors clairement, ce que j'ai décidé de faire en fait, c'est que je vais utiliser le vous pour les passages à l'action, le nous inclusif, et donc là, ça rejoint aussi la notion de leader et de mentor. Pour la partie transmission des connaissances et des méthodologies, je vais utiliser le masculin générique parce que j'ai aucun souci avec ça. Et je me dis que, petite abricot sur le gâteau, si j'y arrive au moment de la relecture et des échanges avec mes bêta-lecteurs, j'essaierai aussi de glisser vers des tournures asexuées ou non genrées, euh, parce que c'est quand même super top, mais je ne suis pas sûre que j'aurai le temps d'ici à Noël. Et enfin, au niveau du niveau technique, alors j'ai des jargons techniques forcément, hein, et le but c'est quand même d'éduquer à mon univers et mon approche métier, et j'adore donner des noms à mes méthodologies, donc forcément j'ai des noms de méthodes et donc forcément j'ai du jargon. Donc il y aura du jargon technique, c'est sûr. Maintenant, je vais faire le choix clairement de l'expliciter ou de l'illustrer dès que je l'aurai utilisé. Je vais aussi le référencer quand ce sera pertinent parce que mes méthodologies de gestion de projet, certaines sont très connues, donc il n'y a pas de raison que je ne cite pas les références, hein, je ne suis pas à réinventer le fil à couper le beurre non plus. Euh, et puis, j'ai décidé que je reprendrai la totalité de mes mots-clés métiers et surtout de mes méthodes dans un lexique qui va en fait apparaître un peu comme une caisse à outils. Et donc, cette caisse à outils, elle sera présentée aussi dans le livre bah, pour faire une aide-mémoire complémentaire, supplémentaire aux autres aides-mémoires intermédiaires pour pouvoir retrouver rapidement chaque méthode, chaque nom et avec ces petites étapes à la fin. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment un élément essentiel en fait de réflexion qu'on peut avoir, cette réflexion sur le ton. Vous commencez à écrire, vous êtes en train d'écrire à quelqu'un. Vous n'écrivez pas tout seul, vous avez un lecteur en face de vous. Même s'il n'est pas vraiment en face de vous, vous êtes en train d'écrire à quelqu'un. Et donc, vous devez choisir sur quel ton vous vous adressez, à lui, à elle, à eux. En tout cas, vous devez poser tout ça tranquillement parce que c'est important et plein de sens. Et derrière, ça va donner beaucoup de cohérence à tout votre texte. Je vous souhaite une belle continuation dans cette aventure au pays des écrits pros. Je vous souhaite de belles avancées dans l'écriture de votre livre d'expert. Je vous dis à bientôt pour une prochaine journée sur ce sujet. Et en attendant, je vous dis à très vite sur les chemins de votre réussite. Bye!